Voilà le constat que je fais. Les gens ne comprennent pas la question de la constituante parce qu'on doit passer de l'abstrait au concret. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de vous raconter? Il faut déjà que les gens comprennent que la constituante dans leur vie quotidienne, c'est quelque chose qui existe. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre. Que les règles de droit constituent un milieu dans lequel ils évoluent, mais l'ensemble de ces personnes ne percevant pas la même réalité, puisqu'en fait ils dépendent d'un milieu social spécifique, ces personnes prennent, du point de vue de leur angle social, juridique, économique, la question de la souveraineté. Parce que fondamentalement, la question de la constituante, c'est la question de la souveraineté. Moi, ce que je vais faire, je vais être extrêmement concret. Je ne suis pas un être abstrait. Je vais vous faire un lien extrêmement bizarre entre la constituante et la laïcité. C'est un lien que vous n'avez pas forcément entendu. Par exemple, j'étais au prix de la laïcité il y a 2 jours. Je peux vous garantir que si je commence à leur parler de la constituante dans cette assemblée vénérable de personnes au demeurant très intelligentes, je vais être perçu comme un... Taper du casque. Non, original. Tu utilises du politiquement correct. Voilà, je suis policé. Donc je vais vous faire ce lien. Parce qu'effectivement, il existe. Historiquement, dans notre pays, dans ce qui a constitué la Révolution française et donc la constitution de la nation, parce qu'avant la Révolution française, il n'y avait pas de nation. Ça, il va bien falloir le dire d'une manière ou d'une autre. La nation, c'est l'Assemblée des citoyens. Le peuple, c'est l'Assemblée des résidents. Mais, pour reprendre une catégorie d'État-nation, c'est la nation qui choisit son État. L'État, il y a aussi un État royal. Et avant la nation, l'État-nation, il y avait l'État royal. Avant la nation, la France, c'était le roi. Après la nation, et je ne vous parle pas de 1789, qui était une monarchie constitutionnelle, mais de 1791, qui est l'avènement de la République, eh bien, le souverain, c'est le peuple. Le peuple en tant qu'assemblée des citoyens. Alors, je ne vais pas me répéter sur qu'est-ce que c'est que la Constitution. Jacques l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter. C'est clair, hein, c'est le principe fondateur du cadre de la nation. Et ce qui est intéressant dans cette affaire du cadre fondateur, c'est dans notre vision que nous avons, nous, dans cette salle, et que nous devrons partager par la suite dans le cadre du projet politique, que nous devons porter, à un moment donné ou à un autre, quel cadre on peut dire, qui on veut mettre en avant. Et qui on veut mettre en avant? Le citoyen. Pourquoi on veut le mettre en avant? Parce que c'est une évidence. Quand les gens commencent à réclamer leur référendum d'initiative citoyenne, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Nous voulons avoir la voix au chapitre. Parce que le point commun de l'ensemble des groupes constituants qui se sont constitués, en particulier après le mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait que le peuple veut reprendre la parole. Ça, c'est la réalité. Et à partir de cette réalité, comment faire un construit qui permette de, par exemple, dire que cette réalité, attention, il y a aussi les services publics. Il y a aussi un ensemble d'éléments politiques qui sont importants dans cette construction. Donc, qui est l'acteur de la nation aujourd'hui? C'est le citoyen, normalement. D'accord? Et en quoi il est l'acteur de la nation? Parce qu'effectivement, c'est lui qui, normalement, dans le cadre d'une volonté politique de reconstruire une constituante et une constitution, serait l'acteur principal. L'acteur principal, parce qu'il l'a été au moment de la Révolution française.
et que c'est nos racines historiques. Il l'a été à plusieurs épisodes dans cette Révolution française, qui n'a pas eu lieu simplement en 1791, mais aussi en 1848, en 1870. Et effectivement, il y a eu plusieurs épisodes. Le dernier épisode étant la constitution de la Ve République, qui a eu lieu dans un épisode historique spécifique, qui était les guerres de décolonisation algérienne, avec une déstabilisation importante de l'État et une proposition de coup d'État de la part d'un ensemble de généraux. Il faut toujours se rappeler du contexte historique, c'est vachement important. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le contexte historique. On a affaire à un autre contexte historique. Je ne vais pas revenir sur ce contexte-là. Mais si on veut faire du citoyen l'acteur de la nation, eh bien, grosso modo, il faut lui laisser porter un cahier de revendications. Il faut lui laisser porter un cahier d'exigences. Il faut se tourner vers le citoyen, dans un premier temps. Et effectivement, par cette action, ce citoyen, clairement, devient acteur. Mais en devenant acteur, il s'affranchit d'une culture, puisqu'il passe du particulier au général. Et ça, c'est important de le faire comprendre aux personnes. Surtout aujourd'hui où on s'identifie à partir de sa religion, on s'identifie à partir de ses origines ethniques, on s'identifie... Non, la France, c'est l'Assemblée des citoyens. Donc, l'origine ethnique, la culture, voire même le territoire. La nation, ce n'est pas simplement un territoire. La nation, c'est un corps politique. C'est le corps politique des citoyens. Peu importe leur origine ethnique, leur couleur, si on adhère à ce principe politique, alors on est citoyen de la nation. Ça, c'est un projet politique. Ensuite, évidemment, en quoi la laïcité pourrait intervenir, parce que c'est mon propos, dans le cadre de ce projet politique? Il faut tout de même se rappeler que la question laïque, c'est d'abord non pas simplement la liberté de culte, c'est la liberté de conscience. Ce n'est pas la même chose. La liberté de culte, c'est la liberté de culte. La liberté de conscience, c'est la capacité à remettre en cause les dogmes de ce culte. C'est ça la différence fondamentale. Et effectivement, au travers de l'éducation nationale, nous avons la volonté, en France, puisque ça fait partie du projet républicain initial, de construire la liberté de conscience et donc la citoyenneté. Évidemment, ça s'oppose à tous les projets de privatisation, d'un ensemble de marchandisation du système scolaire, mais c'était à l'origine l'objet du contrat républicain. Je vous rappelle quand même que les premiers services publics en France, ils ne sont pas issus d'un mouvement social. Ils sont issus d'un mouvement qui vise à rejeter les religions d'un ensemble d'éléments sociaux qui leur permettaient d'avoir une emprise sur la population. Je vous rappelle les hôpitaux, l'école publique, ce genre de choses. C'est la matrice des services publics en France. Cette matrice et cette construction citoyenne renvoient à notre propre histoire. Et si nous voulons faire comprendre aux personnes et aux gens, il faut reprendre notre histoire. Parce que c'est à partir de ça qu'on s'identifie. Et c'est aussi à partir de ça qu'on établit une histoire non plus basée sur des mythes, mais sur des faits. Ce qu'on appelait, il y a quelques années, la dialectique matérialiste. Donc, en quoi la laïcité nous apporte ça? Parce qu'elle s'articule sur des faits et des connaissances. Et la laïcité est, c'est pour ça qu'aujourd'hui les débats sur l'école publique sont capitaux. La laïcité, c'est l'empreinte de la nation sur les individus. La famille éduque, l'éducation nationale instruit. La famille renvoie aux traditions familiales, aux éléments, même originaux, ethniques, aux cultures. Mais l'éducation nationale renvoie, elle,
à l'empreinte de la nation et à l'empreinte du collectif. Alors oui, individuellement, vous avez l'empreinte du collectif qui peut s'opposer aux traditions familiales. Oui, ça existe. Oui, il existe des parents qui ne peuvent pas admettre un certain nombre de choses à l'école. Et c'est pour ça que les débats actuels sur la remise en cause des programmes scolaires à l'école, par certains élèves, ne viennent pas des élèves, mais viennent de la matrice familiale qu'il y a derrière. Mais ça, ces débats, les circulaires Jean Z de 1936, je vous y renvoie. C'est pas les premiers. Toutes les religions font ça. Toutes, sans exception, de manière plus ou moins hypocrite. Donc, l'élément important, c'est de bien faire comprendre que dans le cadre d'une constituante, la liberté de conscience et d'expression permet de la construire. Ça permet aussi de s'ancrer dans une lutte, la lutte actuelle pour la préservation de la laïcité républicaine. Pour finir mon exemple, on va construire, avec des organisations laïques, ce type de lien. Parce qu'effectivement, pour les organisations laïques, ce qui les intéresse d'abord, c'est l'éducation nationale. Ils ne voient pas le lien avec la Constitution, ou à la Constituante. Ils ne voient pas le lien et l'importance du contrat républicain derrière. Donc effectivement, moi je ne vous parle pas d'une piste, c'est grosso modo, on va essayer de construire des conférences où on va faire le lien avec des organisations laïques sur la question de la laïcité, de la constituante et de la souveraineté populaire. Parce que c'est de ça dont nous parlons. Nous parlons de la souveraineté. Alors pour répondre après au nano-gourou, j'ai bien aimé le nano-gourou. J'ai adoré. Franchement, je la ressortirais. Fais attention. Des propriétaires. Attention, il y a des droits d'auteur. Devant qui tu vas prendre? Sans doute, je ne sais pas tous les. Bon. Pour moi, la vraie question, aujourd'hui, c'est de reposer la question de la souveraineté. Et la souveraineté, il y a la souveraineté juridique, qu'on peut aborder au travers de la constituante. Il y a la souveraineté monétaire, qui, elle, renvoie à des domaines économiques, qui sont importants d'ailleurs. L'un et l'autre vont. Alors, plutôt que de s'opposer à l'intérieur d'un cadre, autant ouvrir d'autres cadres qui sont inoccupés. Personne n'a aujourd'hui concrétisé, à mon sens, parce qu'il y a beaucoup d'analyses sur la souveraineté monétaire et les conséquences économiques, mais de dire, bah oui, mais ça fait partie de la souveraineté, la monnaie. Et ça s'établit concrètement. Un exemple concret. Ce matin, on a évoqué la dématérialisation du numéraire. Enfin, la monnaie papier. J'appelle ça le numéraire. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. C'est du numéraire. Oui, c'est... Voilà, bref. Bon, je vous rappelle quand même qu'un des premiers droits à l'intérieur de la République, c'est de bénéficier d'une monnaie gratuite. Dites-moi comment vous bénéficiez d'une monnaie gratuite quand vous payez une carte bleue pour faire vos retraits. Ça, c'est très concret. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous ayez des prélèvements trimestriels sur la tenue de vos comptes, alors qu'en fait, c'est votre argent. Et que théoriquement, c'est vous le client de la banque. C'est quand même assez étonnant. C'est étonnant, enfin, je veux dire, grosso modo, on n'a plus accès à quelque chose de gratuit, alors qu'en fait, normalement, la souveraineté s'exerce aussi sur la monnaie. Et ça, c'est très concret. Parce que ça fait partie de la souveraineté, outre la monnaie, l'euro, monnaie unique, monnaie commune, tout ça. C'est des débats un peu abstraits, passionnants d'ailleurs, au demeurant, monnaie commune, monnaie unique, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. J'ai fini. Bien, merci. Merci beaucoup. Ça fait un bout de temps que le Pardem
est convaincu de la nécessité d'une nouvelle constitution. D'ailleurs, ça fait plusieurs années, pour la première raison étant de se débarrasser du traité de Lisbonne, qui est intégré à la constitution française à travers le titre 15, patati patata, et qui place notre constitution, c'est-à-dire nos règles du jeu, notre organisation politique avec le président de la République, le gouvernement, le Sénat, le Parlement, sous la tutelle de l'Union européenne. Tout simplement. On ne peut pas adopter de loi dans le cadre du Parlement, donc normalement c'est la démocratie, tout ça, la République, si cela contrevient à des règles qui sont édictées par un organisme supranational non élu. Parce que on parlera du Parlement européen, c'est pas le Parlement européen qui fait les directives, hein. Et en plus, il ne peut même pas les modifier. Donc non élu, et qui décide pour 27 pays de comment on doit manger, si le glyphosate, que c'était pas bon il y a 3 ans et qu'on allait le supprimer dans les 3 ans, il redevient bon pour 10 ans. Ça, c'est l'Union européenne qui vient de le décider. Bon, bah alors on va manger du glyphosate à tous les repas. Parfait. Le citoyen, là-dedans, qu'est-ce qu'il a à dire? Nada. Le parlementaire, qu'est-ce qu'il a à dire? Rien du tout. Le sénateur, on s'en fout, de toute façon. Puisque, bon, bref, dans l'architecture, hein, quand je dis on s'en fout, je m'en fous pas des individus. Les partis politiques peuvent gesticuler quand ils ont encore un peu de force pour gesticuler, c'est-à-dire pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Nous, on peut écrire 56 772 textes pour expliquer toute l'histoire du rôle de l'Union européenne en matière de soi-disant défense de l'environnement, qui est un discours récurrent, propagandiste, hein, de l'Union européenne. Mais quand on regarde les faits, rien que les faits, on s'aperçoit que c'est faux. Bon, donc on peut rien. Donc, s'il y avait au moins un sujet, une raison d'aller changer la Constitution aujourd'hui, ce serait de supprimer cette saloperie de titre 15. Mais ça suppose beaucoup de choses, de supprimer ce titre 15. D'abord, ça suppose d'examiner les voies empruntables pour y parvenir, au moins à 2 niveaux. Au niveau, j'allais dire, institutionnel, juridique, comment c'est possible? Est-ce qu'on va demander au Congrès, c'est-à-dire Parlement, alors il faudrait aller convaincre l'article 11, c'est là. Il faudrait aller convaincre le président de la République. Ensuite, il faudrait convaincre les parlementaires pour qu'il y ait un congrès et qu'ils soient d'accord au 3/5 pour supprimer le titre 15, c'est-à-dire le traité de Lisbonne. Sauf que c'est les mêmes qui ont organisé le coup d'État en 2008, en adoptant le traité de Lisbonne et piétinant le non au TCE du référendum. D'accord. Autre voie, il y en a qui proposent d'organiser un grand référendum pour le Frexit ou le maintien dans l'Union européenne. Bonne idée, pourquoi pas? Comment on fait? Comment on fait pour obtenir ce référendum? Parce que tu as donné quand même beaucoup de réponses juste en lisant les textes, les articles. Alors pour obtenir un référendum, qui peut le faire? Hop, c'est reparti. C'est le président de la République, ou alors c'est le Parlement, si j'ai bien compris. Le gouvernement, le président ou l'Assemblée. Voilà, mais alors eux-mêmes qui ont fait aussi tout cela, hein, c'est les mêmes qui ont fait 2005, qui ont fait 2008. Hein, 2008, ils vont faire le contraire, puisqu'en plus, ils sont soumis comme des sous-larves depuis ce 2008, c'est-à-dire qu'il n'y a
aucune rébellion de parlementaires sur cette question. Ils pourraient au moins, je dirais, faire mine. Comment? Nous voulons ceci, nous voulons cela, améliorer le social, le machin, la nationalisation, le gna-gna. Nous sommes contre l'ouverture d'EDF, notre trésor national, patati patata, à la concurrence libre et non faussée. Et ils votent quand même. Alors, il y en a, ils votent pour, carrément, parce que quand même, il faut être raisonnable. Et puis, il y en a, ils votent contre. Par principe, ils ne mènent pas la bagarre. Donc, on voit bien qu'on est dans une difficulté absolue. Mais s'il y avait au moins... Alors, ceux qui nous expliquent, au Pardem, qui m'expliquent gentiment, avec beaucoup de tendresse et d'amitié, qu'il faudrait peut-être quand même pas commencer par parler de l'Union européenne si on veut réviser la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne va quand même pas commencer par parler du titre 15, parce que le titre 15 sur le traité de Lisbonne, finalement, les gens s'en foutent. Et puis même, il y en a, ils sont pour rester dans l'Union européenne. S'ils veulent rester dans l'Union européenne, moi je leur conseille vivement de ne surtout pas changer la Constitution française. Parce que la Constitution française actuelle, hein, j'entends pas, c'est initiale dont on a parlé, machin, révisée 24 fois, mais elle place la France sous la tutelle de l'Union européenne. Donc si ça nous plaît, ça, si ça nous convient, si c'est ce que l'on veut, on la garde. On va quand même pas ouvrir la boîte de Pandore pour qu'il y ait des fous furieux qui pourraient supprimer le traité de Lisbonne, c'est-à-dire l'appartenance à l'Union européenne. Donc, on voit bien que tout est compliqué et qu'il n'y a pas de voie de la sagesse là-dedans. Il y a des voies multiples. Alors, si on n'est pas capable de s'organiser collectivement, chacun ayant ses priorités d'analyse, ses propres cohérences, le Pardem n'en est pas exempt, hein, c'est pour ça que je vous ai cité le titre 15. On pourrait essayer de se partager le boulot. Qui fait quoi? Et comment on se coordonne? C'est-à-dire, il y a des démarches, il y en a plusieurs, celle que Michel, par exemple, il dit Michel, par rapport à Réseau Social Laïque, il dit, nous, on va plutôt faire un truc comme ça. Hein, voilà, oui, partir de machin. Ok, alors, le RSL fait ça. Peut-être que la PUC de André Bellon, il fait autre chose, hein, et il continue ce qu'il fait depuis des années, de préférence tout seul. Ce qui me fait triste, André, si tu écoutes un jour cette vidéo, je te le dis, l'année dernière, tu étais là, prêt à marcher ensemble, côte à côte, pour frapper ensemble, et d'un seul coup, il n'y a plus personne. Je ne sais pas pourquoi, et je le regrette, mais c'est comme ça. Donc on peut pas obliger, même si on est marié, de baiser tous les soirs, si on n'a pas envie de baiser tous les soirs. C'est une réalité. Voilà comment on arrange les choses. On est dans la réalité. On est dans la réalité, puisque vous faites du concret. Hein, et puis je suis sûre que ce que je raconte là vous parle. Donc, ok, on peut pas. Mais est-ce qu'on peut au moins avoir un petit repas de famille, vachement sympa, avec le moins de pathos possible, pour se dire, bon, comment on va s'organiser? En fait, ce que tu lui proposes, c'est de baiser sans être marié. Non. Il faudra faire beaucoup de coupes. Pas du tout. Je propose d'avoir exclu la question de la baise et de parler tranquillement, entre amis, vénérables et respectueux. J'avais compris. Je sais bien. Mais t'as raison, ça me permet de le préciser. Donc je dois passer pour une folle dans cette vidéo, mais je m'en fous, j'assume. Non, mais il va couper, je... Dieu merci. Non. Bref, Merci de nous avoir du bon sens. est-ce qu'on pourrait donc s'organiser un repas de famille très sympathique avec des amis, pas seulement de la famille, et puis se dire on se répartit les tâches. Toi tu prends, ok, toi tu veux faire ça, tu fais ça, mais on coordonne. Dédé, tu fais ça, mais on coordonne.
Le Pardem fait ça, on coordonne. La Dynamique fait ça, mais on coordonne. Et il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont participé à des tas de réunions Zoom, qui sont tous pour une constituante, mais pas pour la même. Ou qui sont tous pour une nouvelle constitution, mais la leur. Il y en a, ils veulent une constitution nouvelle, mais à travers des candidats aux prochaines élections présidentielles. Et que ceux qui ne seraient pas d'accord avec ça seraient quand même des grounazes et des traîtres. J'exagère pas, je vous assure, je suis même pondérée aujourd'hui. Donc, on peut se coordonner, c'est-à-dire en fait presque faire un travail d'universitaire. Hein. Alors, je sais bien que les universitaires, ils se tirent la bourre. Hein. Ma recherche, c'est pas la tienne, et touche pas à mon texte. Nous, on pourrait faire des universitaires Sages. Coopérant. Ça Voilà. suffira. Coopérant. C'est pas mal, Des coopérant. petits anges sans sexe. Voilà. Et ils ont... Non. On s'occupe pas du genre. Allez. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire ça? Voilà, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Ce qui ne contraint pas l'action commune, mais qui permet l'action coordonnée et le partage des ressources. Voilà. Et peut-être un jour d'aboutir à un truc où on sera d'accord sur un chemin commun pour parvenir. Mais on ne laisse pas le terrain libre. Moi, j'appelle tout le monde à ne pas laisser ce terrain libre. Pourquoi? Parce que Macron, il est en train de préparer une réforme de la Constitution. Vous avez lu, vous avez entendu. On n'en connaît pas exactement la nature. D'abord, il veut introduire dans la Constitution le droit à l'IVG. Et non pas le droit, mais la liberté de l'IVG. La liberté de l'IVG, qui n'est pas la même chose. Parce que le droit, ça voudrait dire que ça deviendrait un droit opposable. Une femme qui veut aller, qui choisit de se faire avorter, si l'hôpital public, si dans la société, elle ne peut pas le faire, elle peut se retourner contre l'État. Donc, Puisque c'est un habilement, grâce aux républicains d'ailleurs, c'est des sénateurs. qui sont forts. C'est des vieux baroudeurs, c'est le moment de le dire, on est passé du droit à la liberté. Donc il va au moins réviser la Constitution pour ça. Ça ne mange pas de pain de mettre liberté d'un truc. Bon, mais peu importe, je ne veux pas discuter de ça aujourd'hui, même si ça m'énerve. Mais par contre, il va ouvrir la boîte de Pandore. Il va réviser la Constitution. Il va réunir le Congrès. Vous croyez qu'il va le faire avec un seul point à l'ordre du jour? Moi, je prends les paris. Parce que derrière, il a beaucoup d'autres choses. Parce qu'il faut qu'il se sorte de l'affaire du 49.3, d'une part. Et il faut peut-être qu'il modifie, selon lui, à nouveau les rythmes de la présidentielle et des législatives, y compris pour son propre sort, c'est-à-dire de repasser à 7 ans pour la présidentielle et de rester et d'être à 5 ans sur les législatives. Plus un troisième mandat. Et par conséquent, on l'a vu là, dans notre pays, ça s'est fait comme ça, et par conséquent, pouvoir se représenter. D'ailleurs, je me demande si Poutine n'avait pas fait un truc dans le genre. Il n'avait pas fait ça, Poutine? Si. Et tout le monde. Alors, notons la date. Celui qui mange des enfants. Si, il a fait ça. Il y a pas. Alors, il y a un président qui a fait ça, changer le. Je retrouverai. Non, mais c'est monnaie courante. Non, mais c'est monnaie courante, mais c'est très important parce que dans ma mémoire là, je ne me souviens pas du nom, mais ce que je sais, c'est que ce personnage a été beaucoup décrié par tous les grands démocrates néolibéraux qui disaient « Regardez, c'est un scandale, et c'est un abus, c'est machin et ça. » Macron va le faire. S'il y a nécessité, je dis si le capital a besoin, Macron va le faire. S'il n'y a pas de meilleur candidat que lui, Macron va le faire. Et nous aurons un 3e mandat de Macron. Même si c'est aujourd'hui constitutionnellement impossible. Il suffit de modifier la Constitution. Ça marchera pas.
mais il aura essayé. Donc, il faut au moins ne pas baisser les bras parce que on voit bien aujourd'hui que et j'ai fini, la multiplication des rites de résistance, de manifestation, de grève, la manière dont c'est organisé, malgré un peuple français extrêmement politique, extrêmement mobilisé, extrêmement conscient, il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis, malgré tout ce qu'on leur a mis dans la gueule, ils ont été des millions à défiler contre les retraites, ils ont dénoncé le 49.3, ils ont bien eu cette conscience que le 49.3, c'était quand même un dysfonctionnement dans le pays. Bon, tout ça s'est passé. Évidemment, là, il ne se passe plus rien, parce que peuvent-ils faire, chacun dans leur coin, quand en plus, il n'y a pas de perspective politique? Donc la question, au fond, qui est ambitieuse, c'est de se dire que la proposition d'entrer dans un processus de changement de la Constitution est le chemin politique. Est le chemin politique. Pas une question technique, pas une question d'expert, mais dans quelle société on veut vivre, et on va le définir. Pour le définir ensemble, il faut écrire une constitution. Et nous n'avons pas au Pardem écrit de constitution, mais nous avons des propositions sur le changement de fonctionnement ou d'organisation des institutions de la République. Et on verra demain, nous avons une proposition de texte sur une nouvelle déclaration des droits, donc qui a été rédigée par le Pardem, qui est ce soir, pardon, c'est pas demain. Et voilà. Donc, voilà, moi ce que j'en propose, c'est un prochain repas de famille, comme il y a Noël, il y a pas, dans pas longtemps, et puis il y aura Pâques. On pourra peut-être sonner les cloches à Pâques, et après, nous monterons d'ailleurs au ciel, tous ensemble, puisque nous aurons Arrête. Bah non, il vaut mieux rire.